Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler du projet de loi 64 avec Erwan Jonchère qui s'occupe du pôle data chez Lexstart. Le groupe Lexstart est composé de deux sociétés complémentaires avec un même objectif, simplifier le juridique pour les entrepreneurs. Lexstart.ca offre des services juridiques en ligne et à un prix fixe pour entrepreneurs en démarrage, de l'incorporation à la convention d'actionnaire en passant par des modèles de contrats standards. Lextark Avocat est un cabinet d'avocats qui accompagne les entrepreneurs dans leurs besoins juridiques sur mesure lors de transactions corporatives, dans la rédaction de contrats sur mesure ou dans leurs besoins en gestion des données personnelles en cybersécurité et crypto. Et puis, le groupe Lexstart, on l'utilise chez Alias Entrepreneur depuis environ 3 ans, puis je suis très satisfait de leur service. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment content de parler avec Erwan Jonchère du projet de loi 64 parce que j'ai reçu un courriel de lui il y a quelques semaines de cela, et puis j'ai fait « Oh! » C'est un gros changement qui s'en vient, puis il faut vraiment en discuter pour connaître les subtilités, puis savoir vraiment pour le 22 septembre 2022, il y a des choses qu'on doit absolument faire, mais c'est quoi que je dois faire absolument pour le 22 septembre 2022? Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu-là gratuitement à toutes les semaines, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis maintenant plus de 4 ans, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, qui sont un nouveau partenaire avec nous, et puis bien sûr le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Anthony, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutez. Et c'est un Ben, plaisir d'être parmi vous. je suis vraiment content de te recevoir parce que tu nous as fait parvenir une infolette de masse. Puis la puissance d'une infolette, on l'a vu là-dedans. Quand j'ai reçu l'infolette, je l'ai lu, puis j'ai fait Oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis au même moment, je vous ai contacté pour dire Erwan, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on démystifie ce sujet-là parce que c'est très vague. En gros, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi les grandes lignes du projet de loi 64? Ouais, donc c'est ça, le projet de loi 64, donc, qui qu'on appelle aussi loi 25, qui est une loi qui a pour objectif en fait, de moderniser donc, tout ce qui est les lois sur la protection des renseignements personnels au Québec. Et en fait, une loi qui a été votée en septembre 2021 et qui a en fait pour objectif de renforcer les droits des individus quant à la gestion de leur renseignement personnel. Donc, pour définir un renseignement personnel, c'est vraiment tout ce qui touche à l'individu et qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Donc, que ce soit un numéro d'assurance sociale, une adresse IP, un numéro de carte bancaire, juste le nom, un prénom, une adresse ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec le développement là, du big data, donc de toutes les données sur Internet, on s'est vite rendu compte que bah, les entreprises faisaient parfois n'importe quoi. Et pour prévenir en fait toutes ces problématiques liées au renseignement personnel, on a voulu en fait augmenter la puissance de l'État et donc sa force de frappe et surtout aussi la capacité aux individus de faire respecter d'avoir plus de choix en fait en matière de protection des renseignements personnels. Le problème, c'est que ça vient imposer donc des obligations sur les entreprises et que nombreux d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ne sont pas forcément au courant de toutes ces nouveautés, ce qui est compréhensible parce que chacun a son cœur de métier, ses problématiques quotidiennes et c'est des nouvelles obligations en plus pour ces entreprises. Puis, du point de vue personnel, là, Erwan, moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler de ce projet de loi-là. Ça n'a pas fait les manchettes, ça n'a pas fait euh, la- la- les grosses nouvelles pour dire, Hey, tous les entrepreneurs, vous devez absolument faire ça. En toute transparence, tu étais l'un des premiers courriels que j'ai reçus sur ce projet de loi-là. Puis, il y a des choses que nous devons absolument, comme entrepreneurs, mettre en vigueur le 22 septembre 2022, que c'est en termes de temps, là, c'est presque demain matin, là. C'est un problème et je pense que c'est un peu de la faute aussi peut-être du gouvernement, des médias, de peut-être pas avoir poussé en fait à la connaissance de ces nouvelles lois, surtout que les sanctions sont extrêmement élevées pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle loi. Mais si je dois reprendre un peu l'exemple, parce que j'avais vécu ça en Europe, en fait, en 2017, quand on avait le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est en fait le premier texte de loi aussi protecteur des renseignements personnels des individus. Quand ça est arrivé en Europe, pareil, les entreprises n'étaient pas vraiment au courant, elles ont tout attendu, en fait, attendu la dernière minute, au moment où on s'est rendu compte que bah, la loi était en vigueur, que les sanctions étaient relativement élevées.
Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on n'a que 24 heures, donc on ne peut pas non plus se renseigner sur toutes les lois qui arrivent. Et c'est pour ça que l'intérêt justement de certaines infolettres est de prévenir les gens, de leur dire attention, il y a quand même diverses obligations qui s'en viennent. Après, je pense qu'il faut éviter de paniquer aussi toutes les personnes qui nous écoutent. C'est que heureusement, le législateur québécois a été extrêmement intelligent en disant bah, on va appliquer ça par palier. Donc, il y a quelques obligations là, qui vont arriver en 2022, mais ce n'est pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est vraiment en septembre 2023. Mais peut-être pour donner un peu de perspective et de contexte, en fait, l'idée, c'est que voilà, je parlais du RGPD tout à l'heure, qui est un texte de loi qui, en fait, a une portée extraterritoriale. Donc, une entreprise québécoise, par exemple, qui traiterait des renseignements personnels de citoyens ou de résidents européens, deviendrait potentiellement touchée par cette loi-là. Et donc, le Québec s'est dit que voilà, il y avait des grands partenaires entre, il y a commerciaux entre le Québec et le reste du monde, et c'est principalement les États-Unis et l'Europe. Et comme l'Europe est un énorme partenaire commercial, le Québec s'est dit, bon, bah, on va monter en fait nos exigences en matière de protection des renseignements personnels pour rejoindre en fait ces exigences européennes, ce qui permet en fait de faciliter les échanges donc, de données, les échanges commerciaux entre le Québec et l'Europe. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Canada, le Québec a toujours été la province la plus précurseur en termes de protection des renseignements personnels. C'est la première en fait au Canada à avoir créé une loi sur la protection des renseignements personnels. Et ensuite, le fédéral est venu et quelques autres provinces aussi sont venues créer des lois en fait par rapport à cela. Et encore une fois, donc là, le Québec est en fait à la pointe du renouveau de ces lois de protection des renseignements personnels au Canada, parce que le fédéral a des projets de loi, mais rien n'a été voté, ça a pris beaucoup de retard. Et donc voilà, on a la chance pour les Québécois d'être mieux protégés qu'ailleurs. Pour les entrepreneurs, malheureusement, c'est aussi beaucoup plus de responsabilités. Puis je dirais de limitation, mais ça vient aussi avec des avantages. Si on gère tout bien nos données, ça vient avec, je vois quelques avantages qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus tard. Mais avant d'aller plus dans l'histoire, puis dans le concept général du projet de loi 64, j'aimerais ça que rapidement, là, pour pas que, parce que moi j'étais sur le bouton panique, là, pour enlever un petit peu ce bouton panique-là aux Ouais. entrepreneurs qui nous écoutent, aux responsables des données des entreprises. C'est quoi que nous devons absolument faire pour le 22 septembre 2022? Alors, il y a deux grosses obligations. Il y en a une qui est quasiment automatiquement répondue, entre guillemets. La première obligation, c'est la nomination d'un ou d'une responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ce rôle-là a été automatiquement attribué en fait à la personne la plus haute placée dans l'entreprise. Comme ça, en fait, le gouvernement, en tout cas le Québec, s'assure qu'il y ait dans chaque entreprise une personne responsable de tout cela. Et la deuxième obligation, on y reviendra en détail pour chacune des deux, j'imagine. La deuxième obligation, c'est d'avoir un registre des incidents. Donc, c'est depuis que l'Internet s'est développé, que le télétravail s'est développé aussi, on a vu une hausse en fait de la cybercriminalité et donc des besoins de plus en plus importants en termes de cybersécurité. Et une des manières en fait de réussir à encadrer ces phénomènes-là, c'est d'imposer aux entreprises de tenir des registres dans lesquels elles vont inscrire en fait tous les incidents de sécurité, enfin tous les incidents de confidentialité plutôt, qui vont toucher les renseignements personnels des Québécois et des Québécoises afin justement de décider par la suite, on le verra, s'il faut prévenir ces personnes-là que leurs renseignements ont été volés et quelles peuvent être les mesures de mitigation des dommages pour ces personnes. Je comprends bien. Alors, on va aller un petit peu plus en détail dans les deux, puis savoir un petit peu qu'est-ce que ça implique. Du premier côté, la personne qui est responsable, tu as mentionné, Erwan, que c'était la personne la plus haut placée systématiquement dans l'entreprise. Alors, il faut être conscient comme entrepreneur que probablement que c'est nous qui est le plus haut placé dans l'entreprise. C'est quoi mes responsabilités envers ça? Puis c'est quoi que ça implique avec le responsable des données personnelles de mon entreprise? Donc, bah, la responsabilité va être vraiment de gérer tout ce qui va avoir trait en fait au renseignement personnel. Et les fonctions en fait de cette personne sont relativement larges et j'ai pas envie de dire simples, mais relativement larges plutôt. C'est notamment d'établir des politiques, des pratiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc tout ce qui va être de la sécurité enfin, la sécurité des données, les politiques d'accès justement aux renseignements personnels, les politiques de confidentialité que tous les entrepreneurs doivent avoir sur leur site internet. Et ensuite, il y a une obligation de former le personnel, de les sensibiliser par rapport à toutes ces problématiques de protection des renseignements personnels, puis d'élaborer en fait des processus qui vont permettre aux personnes concernées, donc les personnes dont l'entreprise a les renseignements personnels,
de discuter avec l'entreprise, d'avoir de l'information sur les renseignements personnels détenus et notamment d'exercer leurs droits comme le droit d'accès, le droit de rectification, des droits de portabilité ou des choses comme ça qui en fait viennent donner vraiment plus de pouvoir aux personnes concernées sur leurs renseignements. Et enfin, le ou la responsable va devoir aussi assurer la gestion des incidents de confidentialité. Donc, quand les données sont volées, perdues ou des choses comme ça, de voir comment on réagit avec les autorités locales et comment aussi on réagit avec les personnes concernées. Donc, ça, c'est vraiment les rôles. Par contre, je préfère rassurer aussi de ce point de vue-là, c'est que la personne la plus haut placée de l'entreprise a une possibilité de le déléguer. Donc, elle peut déléguer ça à l'interne ou à l'externe en fonction de ses besoins, de son envie et de ses connaissances aussi du domaine. Si je le délègue à l'interne, OK? Ah, parce que là, on a dit interne ou externe. Alors, exemple, je pourrais déléguer ça à ma firme d'avocat Lextart pour dire c'est vous qui êtes en charge de ça. S'il y a quelque chose qui se passe, contactez telle entreprise. Mais si je le délègue, est-ce qu'il y a un endroit légalement que je suis obligé d'indiquer où est-ce que j'ai la personne responsable, c'est qui dans mon entreprise? C'est ça. Alors, l'endroit où on doit l'indiquer, en fait, c'est dans les politiques et notamment dans la politique de confidentialité. Cette politique-là doit en fait donner les coordonnées du ou de la responsable de la protection des renseignements personnels. À l'heure actuelle, on n'a pas assez d'informations. Moi, mon interprétation, c'est qu'on n'est pas obligé de donner le nom précis de la personne, mais juste de permettre de la contacter en nommant justement le poste ou le titre, parce que l'objectif derrière, pour moi, n'est pas de dévoiler encore plus de renseignements personnels en faisant ça, mais de permettre aux individus de pouvoir prendre contact, donc d'avoir une adresse courriel, peut-être un numéro de téléphone, une adresse postale, et le nom de la personne, ou en tout cas le titre de la personne qui va s'occuper de la protection des renseignements personnels au sein de l'entreprise. Est-ce que ce serait une bonne pratique d'avoir une adresse un petit peu plus générique du style politique à commercial aliasentrepreneur.com ou est-ce que je redirige à l'interne cette politique-là à la personne qui est dédiée avec ce poste-là? Mais si on a un roulement d'employés, je peux faire la redirection à la nouvelle personne qui prend la place et c'est invisible du côté de l'utilisateur parce que c'est un risque. Si je délègue ça à quelqu'un à l'interne, quitte l'emploi, n'a pas traité toutes les informations avant de terminer son mandat, on peut perdre ce style de courriel-là qu'on pourrait avoir reçu sur des demandes, sur des précisions. Puis là, on s'ouvre à un potentiel risque. Alors, est-ce qu'avoir une adresse générique qu'on redirige à une personne, on serait dans les normes jusqu'à présent avec ce qui est affiché sur le projet de loi? En tout cas, je pense que c'est la meilleure pratique et c'est ce que je ferais justement de manière personnelle, c'est de créer effectivement une adresse courriel dédiée avec des mots de passe qui soient partagés ou pas en fonction des besoins d'accès à l'interne ou même à l'externe et que cette boîte-là, en fait, elle soit justement spécifiquement pour ces requêtes et que dans ce cas-là, on soit capable d'aller traiter, d'aller vérifier, d'aller regarder peut-être une fois par jour ou plutôt une fois par jour qu'une fois par semaine d'ailleurs. Mais oui, oui, c'est très bien d'avoir une boîte courriel dédiée. Une fois par jour plus qu'une fois par semaine et encore plus une fois par semaine qu'une fois par année. Effectivement. J'adore ça. Puis là, je vais avoir un petit peu plus de questions sur ce niveau-là tout à l'heure, mais j'aimerais ça tout de suite qu'on aille sur le registre des incidents parce que c'est quelque chose que je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est quoi un registre des incidents? C'est quoi qu'il faut indiquer à l'intérieur? Puis c'est quoi notre responsabilité envers le registre des incidents? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce qu'on le partage sur demande? On est obligé de le partager sur demande? Alors, j'aimerais ça vraiment qu'on aille faire le tour de ce registre-là rapidement. C'est des très bonnes questions là, qui sont posées, Anthony, merci. Alors tout simplement, on va commencer par peut-être définir ce que c'est qu'un incident de confidentialité, parce qu'on va voir que c'est extrêmement large et qu'en fait, je pense que toute entreprise en a déjà eu plusieurs et toutes les entreprises en auront en fait un peu plusieurs par la suite. Donc pour la définition légale de l'incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel. Donc on voit que c'est relativement large. Une utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel, la communication non autorisée par la loi d'un renseignement personnel ou la perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si un employé perd son ordinateur ou une clé USB avec des renseignements personnels, nous sommes dans le cadre d'un incident de confidentialité. Si un hacker s'infiltre sur les ordinateurs ou les serveurs de la société, on a affaire à un incident de confidentialité. Si un employé mal intentionné vole des renseignements personnels détenus par la société, on a affaire à un incident de confidentialité. Et tous ces incidents-là, en fait, ils doivent être
enfin, consignés dans un registre. Et en fait, dans le registre, on va pouvoir en fait mettre les renseignements personnels qui ont été concernés et on va regarder quelles sont les mesures qu'on va prendre pour minimiser justement l'impact de cet incident de confidentialité. Et chaque en fait, responsable devra faire une analyse de l'incident pour voir s'il y a un risque de préjudice en fait, sérieux pour les personnes concernées, donc les personnes dont on a pris les renseignements personnels. Et s'il y a un risque de préjudice sérieux, là, on a une obligation en fait, d'informer la commission d'accès à l'information, qui est en fait l'organe québécois qui va superviser toute l'application de cette loi sur la protection des renseignements personnels. Et dans certains cas, on va devoir aussi prévenir les personnes concernées afin qu'elles puissent prendre des démarches pour protéger aussi comment dire, leur quotidien ou même changer les informations qui les concernent parce que justement le risque de préjudice est considéré comme sérieux. Donc, ce serait par exemple ouvrir une ligne de crédit dans une banque au nom de la personne sans qu'elle soit au courant, faire de la fraude en utilisant son numéro d'assurance sociale, enfin bref. Et dès qu'on se rend compte que ça, c'est une possibilité, là, il faut vraiment tout mettre en place pour essayer de minimiser l'impact. Donc, Puis c'est quoi les informations qu'on pense être faites voler, que ça devient un cas sérieux versus un cas un petit peu que les risques sont faibles? Par exemple, on parle souvent, on stocke prénom, nom, adresse courriel, adresse postale. C'est les informations conventionnelles qu'on stocke, je crois, sur un client. Parfois, le volume d'achat qu'il y a dans notre entreprise. C'est souvent les informations, mais c'est quoi si je me fais voler ces informations-là, est-ce que c'est considéré sérieux ou les risques sont faibles d'avoir un impact que quelqu'un puisse ouvrir un compte de banque avec alors, ces informations-là? j'ose pas totalement me prononcer parce que je suis pas la commission d'accès à l'information. Je veux dire, je suis pas un juge là-dedans, mais mon avis très personnel, c'est qu'un nom, un prénom, une adresse courriel, c'est pas du tout un risque de préjudice sérieux. C'est des choses qu'on dévoile partout. Sur LinkedIn, on a déjà tout ça. C'est ouvert au public. Je veux dire, tout le monde peut y avoir accès. L'adresse courriel, déjà un petit peu plus parce qu'elle peut être utilisée pour après se connecter à d'autres choses. Mais j'imagine plus moi, des mots de passe, par exemple, qui nous permettent vraiment de rentrer quelque chose. Donc, associé à une adresse courriel, un mot de passe, oui, là, ça devient un risque de préjudice sérieux. Un numéro d'assurance sociale, c'est un risque de préjudice sérieux. Des données de carte bancaire, je pense que c'est un risque de préjudice sérieux, notamment dépendamment de la situation financière des gens et de la capacité de la banque à rembourser ou pas en cas de fraude. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'adapter aux problématiques, au type de hack et au type de données que l'entreprise a. Mais c'est un risque de préjudice sérieux, c'est concrètement les informations qu'on va protéger beaucoup plus que d'autres. Et effectivement, j'aurais tendance à penser que des informations bancaires ou un numéro d'assurance sociale présentent un risque beaucoup plus élevé qu'un prénom ou une adresse email. Je comprends bien. Puis, disons que je fais affaire pour prendre les paiements par carte de crédit d'information bancaire. Je fais affaire avec un sous-traitant, par exemple, comme Stripe ou PayPal, ou il y Ouais. en a plusieurs, là. Euh, c'est quoi ma responsabilité envers cette transaction-là, cette durée de transaction-là? C'est où que ces données-là m'appartiennent, entre guillemets, versus sont transférées à Stripe, la responsabilité? Alors ça va dépendre. Il y aura deux éléments. C'est est-ce qu'on a missionné Stripe spécialement pour faire ça pour nous, auquel cas on est censé être responsable, mais on est censé aussi avoir imposé à Stripe différentes obligations. Et Stripe aurait notamment l'obligation de prévenir en fait la personne qui est la responsable du traitement en cas de ceci. Après, en termes de responsabilité, je pense qu'on n'a pas assez de recul et la loi en fait est pas encore, elle entre bientôt en application pour être capable de dire telle personne va être responsable ou non. J'imagine, en tout cas, espérer que si on a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger au maximum les données et pour s'assurer que le prestataire de service de paiement va protéger ces données-là, et que si on fait tout bien by the book, qu'on aura une responsabilité extrêmement limitée, parce qu'à un moment, on ne peut pas être responsable de tout. Mais encore une fois, je pense qu'on est... La loi est trop jeune pour C'est pouvoir se ça. positionner là-dessus. Mais ça me donne une bonne idée. Alors, si je respecte le gros bon sens que j'appelle, là, si je fais tout, Ouais. qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour protéger les données, pour faire affaire avec des grosses entreprises qui sont renommées, que je partage les données avec les API qui m'offrent, avec les clés d'opération, que je respecte en gros, tout ce que je devrais faire, Ouais. les risques sont quand même faibles. S'il y a un incident, je dois le répertorier, je dois informer les gens, mais mon risque de poursuite par la suite il est faible parce que j'ai été un bon père de famille, entre guillemets, là.
C'est ça. Et je pense que dans tous les cas, en tout cas, quand on parle de cybersécurité, de toutes ces choses-là, on sait que le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours une faille quelque part. L'objectif, c'est justement pas d'être parfait, d'avoir son A+, c'est vraiment de vouloir avoir son A+, donc de tout faire pour le faire. Mais le plus important, en tout cas à l'heure actuelle, c'est souvent la démarche et comment on fait les choses. Est-ce qu'effectivement on est un bon père de famille dans les démarches? Est-ce qu'on fait preuve de bonne foi aussi? Est-ce qu'on a vraiment une démarche sincère par rapport à ça, plutôt qu'imposer un zéro défaut ou un zéro problème aux entreprises, ce qui est relativement impossible, sachant qu'il y a des failles, des problèmes informatiques, il y a des problèmes humains, et on le sait tous, hein, l'entrepreneuriat, c'est rempli de problèmes partout. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on minimise ces problèmes et qu'on minimise les risques. Et je pense que c'est ce qu'on demande principalement aux entreprises. Je comprends bien. Alors, on a vu rapidement c'était quoi le registre, c'est quoi la personne responsable, c'est quoi de quoi qui doit être responsable, qu'est-ce qu'il doit faire rapidement. Mais il y a une donnée, on a parlé beaucoup des. Moi, en fait, on n'a pas parlé. J'ai en tête, depuis le début de la discussion, qu'on parle des données des clients Oui, potentiels, des visiteurs de mon site web. Mais quand tu as mentionné, Erwan, là, l'information sur les numéros d'assurance sociale, moi, je me dis, je n'y prends jamais de mes clients, mais j'ai cette information-là de mes employés. Est-ce que je suis responsable aussi des données personnelles de mes employés? exactement, oui, oui. De toutes les données personnelles que l'entreprise détient, en fait, sur les individus, donc, que ce soit les employés ou les clients. Par contre, il y a un bémol sur la protection des renseignements personnels, c'est qu'on considère que toutes les informations liées à l'emploi d'une personne, donc son prénom, son nom, son titre dans la société et son adresse professionnelle, sont pas considérées comme des renseignements personnels. Parce que justement, c'est des choses que l'entreprise affiche pour qu'on puisse contacter la C'est la personne pour personne. X ou X raison. Mais tout Mais ce qui va être le NAS, oui, l'adresse personnelle de l'employé, tous ces trucs-là doivent être protégés. exactement, le numéro d'assurance sociale, ses informations bancaires pour faire les transferts, pour les paiements, etc. Il faut s'assurer de bien protéger ces données-là pour ne pas les transmettre à n'importe qui, n'importe comment. Exactement, ouais. Et parce qu'on est responsable de ces données-là. Puis, c'est une parenthèse qui est quand même importante parce que souvent, moi, j'ai tendance à m'orienter vers est-ce que je suis correct avec mes clients? Est-ce que tout est beau du côté vente parce que c'est plus dans ma profession, je suis plus dans le développement des affaires, je suis plus du côté de développement de mon entreprise, croissance de mon entreprise. Alors, je pense beaucoup à mes clients, mes employés, c'est super important, mais on a un lien d'affinité. Je n'ai pas 2000 employés. Mon risque de fraude, je me dis, il est plutôt mince. Mais s'il y a quelqu'un qui développe un algorithme pour aller chercher ces données-là, il faut s'assurer qu'il soit bien protégé au bon endroit, puis accessible seulement aux bonnes personnes. Puis je trouve que c'est une super de belle parenthèse qu'on vient d'ouvrir. Alors, les données personnelles, autant du côté client que du côté employé. Puis, je rajouterais du côté fournisseur aussi. Oui, après fournisseur, ça dépend vraiment des données aussi qu'on a sur les fournisseurs. Est-ce qu'il y a des renseignements personnels ou est-ce que c'est que des renseignements liés au travail, enfin en tout cas à l'entreprise du fournisseur? Mais effectivement, c'est sûr que les employés, c'est souvent les personnes un peu oubliées de l'entrepreneuriat. Par contre, j'ai quand même tendance à penser que toutes les entreprises ne seront pas vraiment à la même enseigne, dans le sens où on ne peut pas imposer les mêmes obligations à une très petite entreprise qu'à une multinationale comme Google, Facebook, Amazon ou autres, qui n'ont pas effectivement la même capacité de mettre en place ni les mêmes finances, en fait. Parce que si on imposait ça à toutes ces petites entreprises, d'avoir autant de processus et de protection qu'Amazon, en fait, aucune entreprise ne pourrait monter à la taille enfin, ne pourrait grossir tout simplement parce que ce serait asphyxiant. Donc, j'ose imaginer ou espérer que la commission d'accès à l'information saura faire un peu une différence en fonction de la taille de l'entreprise et de sa capacité elle-même aussi à mettre en place des mesures de protection, ses connaissances, le nombre d'employés, toutes ces choses-là. Un petit peu comme sur la loi sur les courriels, où est-ce que quand tu es une plus petite entreprise, tu fais des efforts pour que les gens puissent se désabonner de ton infolette facilement, pour que tu respectes les normes de base, mais les gros systèmes comme ActiveCampaign, MailChimp, plusieurs autres, LeadFox au Québec, euh, sont, offrent qu'est-ce que tu as besoin de base pour respecter l'ensemble des réglementations pour couvrir les données. Et j'aimerais ça qu'on passe parce que l'entrevue achève, Erwan, puis on a passé très rapidement sur un sujet que je trouve très important, puis que depuis le début de ma carrière, j'ai négligé beaucoup, puis on a repris le dessus il y a environ de ça 2 ou 3 ans ensemble, là. Mais c'est la politique de confidentialité de son site web.
qu'est-ce qu'une politique de confidentialité devrait contenir? Tu sais, là, je suis un entrepreneur, j'ai délégué la création de mon site web ou j'ai fait de moi-même, j'ai pris la politique Ouais. de confidentialité de base, j'ai jamais regardé, mais qu'est-ce que la politique de confidentialité devrait absolument contenir, là? Si je vais la relire, là, celle de mon entreprise, c'est quoi que je Ouais. devrais flaguer pour être sûr que ça contient ces informations-là? Alors là, je n'ai pas précisément la checklist en tête, mais l'idée, ce serait de se dire, voilà, l'objectif premier de la politique, c'est d'informer donc les utilisateurs du site Internet ou de la plateforme ou de l'application de la façon dont l'entreprise va traiter les données, de pourquoi elle collecte les données, quelles données elle collecte, à qui est-ce qu'elle va transférer ces données-là, toutes les raisons, donc ce qu'on appelle la finalité de ces collectes-là. Elle doit aussi informer potentiellement si les données donc, vont quitter le territoire. Elle va informer donc, de comment contacter en fait, le ou la responsable de la protection des renseignements personnels. Et enfin, elle va expliquer aux individus relativement en termes simples et clairs quels sont leurs droits et comment en fait mettre en pratique leurs droits. Donc ça, c'est vraiment pour moi les éléments principaux et qu'une une politique doit contenir. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas trop complexe pour que tout le monde puisse le comprendre. Alors, c'est vraiment si j'ai pas ces informations-là de base, à qui vont les donner, où est-ce qu'ils s'en vont, comment je les collecte, quelles données que je collecte, ça serait important de réviser, puis vous offrez Et pour les pourquoi je petites les collecte entreprises. aussi. La raison pourquoi on les collecte, parce que si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on le fait, ça, c'est pas très bon. C'est pas une bonne raison. Et surtout, Ouais. ouais, un petit point là-dessus, c'est que si on les collecte pour une raison et qu'on les utilise pour une autre raison, là, on considère que c'est un incident de confidentialité potentiellement, parce que ce ne serait pas autorisé par la loi. Donc, il faut vraiment autant être large. À la limite, si on a des doutes, il vaut mieux viser plus large dans la politique en disant, bon, bah voilà, ça, c'est tous les objectifs pour lesquels je le fais, même si bah, c'est pas beau de dire, oui, je fais ça pour revendre ça à des gens qui font de la publicité ciblée. Mais si c'est quelque chose qu'on veut faire ou qu'on fait, vaut mieux être transparent et honnête pour éviter que par derrière, on nous dise, bon, bah, désolé, mais vous n'avez pas respecté donc, la loi et il y a un risque d'incident de confidentialité. Et on n'a pas parlé des sanctions, mais les sanctions sont extrêmement élevées pour les entreprises. Ça peut monter jusqu'à 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial pour tout ce qui va être des sanctions administratives et les sanctions pénales. Donc ça, c'est vraiment quand on est en train de se moquer du droit et de vraiment pas respecter la loi, mais pas une question d'oubli. Là, ça peut monter jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, il faut vraiment rester assez sérieux en fait par rapport à ce qu'on dit et être le plus transparent possible en fait. Wow. Ouais, ça peut faire mal à une entreprise. Puis, Exactement. j'aimerais juste ça qu'on termine en parlant de est-ce que je dois avoir le nouveau projet de loi, là, est-ce qu'il, tu sais, en Europe, quand on va sur les sites, il y a toujours un pop-up qui dit c'est acceptez-vous qu'on enregistre vos cookies, etc. Est-ce que ça vient avec cette obligation-là que tous les sites au Canada devraient avoir ou c'est si je l'ai sur ma politique de confidentialité, je peux mentionner si vous naviguez sur notre site, vous acceptez la politique de confidentialité? Alors, vaut mieux faire accepter la politique de confidentialité, effectivement, notamment en permettant de cliquer, parce que ça, c'est quelque chose d'assez... il faut pouvoir prouver le consentement des gens. Donc, être OK. capable de prouver, ça peut être enregistrer les clics liés à une adresse IP ou des choses comme ça, ou à un compte. Par contre, de ma compréhension, les cookies, il n'y a pas d'obligation, en fait, au Canada, ou en tout cas au Québec à l'heure actuelle. Alors, peut-être que des règlements vont changer ça, ou peut-être que l'interprétation va évoluer. Mais la loi est relativement claire par rapport à ça, c'est qu'elle n'est pas très concernée par tout ce qui est cookies. Je comprends. Alors, c'est vraiment plus sur les données que je vais aller chercher dans des formulaires, dans des transactions, dans les données que les clients vont me partager ou que je suis capable de collecter, peu importe la façon, là. Ça peut être les courriels qu'on reçoit, etc. Là, qu'est-ce que je comprends? C'est toutes les données que je peux récolter. Ça, il faut vraiment que je fasse attention puis que s'il arrive un incident, je sois capable de l'indiquer dans un registre ça, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce qui est cookies de navigation, retargeting, etc., le projet de loi ne semble pas couvrir cet aspect-là en ce moment. Alors, non, je vais quand même préciser peut-être un peu plus. Ça va couvrir ça parce qu'il y a de la collecte de renseignements personnels. Enfin, s'il y a de la collecte de renseignements personnels, ça va être couvert. Mais l'obligation d'afficher une petite bannière, un peu comme sur les sites européens, n'existe pas. Par contre, à la fin de la journée, si on est une entreprise québécoise à visée internationale et qu'on fait affaire avec l'Europe, autant avoir en fait les meilleurs standards. Donc, si vous avez un doute,
faites-le. En tout cas, que vous avez la capacité de le faire. Et sinon, bah, écoutez, insérez dans la politique ce qui est collecté par les cookies et les renseignements personnels. Et je pense que tout le monde ira très bien à la fin de la journée. Ben écoute, ça fait vraiment le tour de qu'est-ce que je crois qu'on doit absolument savoir. Alors, en gros, là, pour le 22 septembre, parce qu'il y a une date butoir, une première date, par la suite, on va faire un autre podcast, puis on va donner plus d'informations dans les prochains mois pour aller plus loin pour le 22 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Alors, dans un an exactement, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir? Parce que là, il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais demain matin, là, qu'est-ce qu'on doit absolument faire? C'est nommer un responsable dans l'entreprise. Sinon, c'est le plus haut placé de l'entreprise qui est nommé d'office. Ça peut être quelqu'un à l'interne ou quelqu'un à l'externe. Il faut l'indiquer idéalement dans notre politique de confidentialité de notre site web. En même temps, tant qu'à y aller, je vous conseille de relire pour s'assurer qu'on ça couvre qu'est-ce qu'on a mentionné dans le podcast. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez reculer, puis vous aimez le podcast, je vous invite à le partager sur vos médias sociaux et à vos amis entrepreneurs pour qu'ils restent à l'affût de ce projet de loi 64. Puis la deuxième aspect, c'est d'avoir un registre d'incidents qui est bien bâti. Si vous ne savez pas trop comment le faire, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qu'il doit inclure, vous offrez un service très abordable que nous, chez Alliance Entrepreneur, on va prendre. C'est un service c'est un peu un clé en main pour le registre d'incidents. Alors, nous, on va prendre ce service-là, mais vous pouvez le bâtir à l'interne. Assurez-vous d'avoir un registre. Si vous n'êtes pas trop certain puis vous voulez être sûr à 100% d'être selon les normes, vous pouvez prendre un forfait chez Lextark qui est très, très abordable pour bâtir ce registre d'incidents-là. Est-ce que j'ai bien compris, Erwan? C'est exactement ça. Ouais. Bravo Anthony pour cette capacité à résumer et à synthétiser tout ce qui a été dit. Ben là, pour le 22 septembre, 2022, c'est relativement simple. Pour le 2023, ça va me prendre une formation un petit peu plus poussée pour être capable de résumer de cette façon-là. Aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter sur la sensibilité, sur qu'est-ce que je devrais savoir sur mes données que je récolte sur mon site web? Ben, en fait, plus on est au courant de ce qu'on fait, plus on sera capable de respecter la loi. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même deux mots-clés, c'est la transparence et le consentement. Enfin, c'est vraiment les deux éléments principaux. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les politiques, à la fin, n'engagent que ceux qui les lisent. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même une obligation de l'avoir. Et on va pas se mentir, mais 99% des gens ne les lisent pas. Mais ça ne nous empêche pas de devoir être transparent parce qu'il y a potentiellement 1% des gens qui sont intéressés par savoir ça. Et il faut au moins respecter leurs droits. Puis ce 1%-là peut nous coûter cher si je le fais pas par oubli, mais euh, par négligence ou par que je prends mes clients comme des sottises, comme ça peut monter jusqu'à 25 millions l'amende ou 4% du chiffre d'affaires. Alors, c'est à prendre très au sérieux tout ce nouveau projet de loi-là. Chez Alias Entrepreneur, on s'engage à vous garder informé. On va collaborer avec l'Extart sur ce dossier-là. Quand il va y avoir des nouveautés, Erwan va me contacter, puis on va enregistrer du nouveau contenu. On va développer du contenu pour vous sur ce projet de loi-là. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé le podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à nous laisser une note sur 5 étoiles sur les applications de podcast. Je vous invite à vous abonner sur les applications de podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. On a passé le 1000 abonnés. On est super contents. À chaque fois si vous êtes abonné, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel épisode, vous allez être notifié de la nouvelle épisode. Je vous invite à vous abonner à notre infolette. À chaque lundi matin, on envoie du contenu pertinent pour les entrepreneurs afin de vous aider à passer au prochain niveau. Et tout ça, c'est 100% gratuit. Nous organisons aussi des événements de réseautage tout au long de l'année à très peu de frais. Alors, je vous invite à vous abonner à Alliance Entrepreneur, aussi sur Instagram, sur TikTok et puis sur Facebook. Alors, je vous invite à nous suivre. On a un groupe Facebook où est-ce que vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez des questions sur le sujet du podcast aujourd'hui, vous voulez avoir plus d'explications. Allez sur le groupe Facebook, posez vos questions. Il y a une grosse communauté qui va pouvoir répondre à vos questions. Puis, il y a aussi des experts qui sont sur le groupe, qui sont là pour répondre à vos questions. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-le à quelqu'un. Je suis sûr que ça va aider un autre entrepreneur parce que moi, quand j'ai eu la discussion avec Erwan, ça m'a éclairé. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. C'est beaucoup moins complexe que ce que je pensais initialement. Puis ça me laisse un an pour me mettre à jour. Alors, je ne vais pas attendre au 21 septembre 2023 pour tout faire. Je vais le faire durant toute la prochaine année pour être à jour. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, nous, on se reparle très prochainement. Bonne fin de journée. Au revoir.